Dans l'entrevue qui suit, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier ministre, Caroline Simard, est avec nous en studio pour parler de l'intention du gouvernement Couillard d'obtenir l'équilibre budgétaire. Aussi, on lui demande sur quel dossier elle compte bien travailler au courant de l'année. Bref, voici l'entrevue avec la députée Caroline Simard. Madame la députée, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même? Oui. D'entrée de jeu, je voulais vous remercier pour la belle déclaration que vous avez faite à l'Assemblée nationale pour souligner le 30e anniversaire de la télévision d'ici. On ne lui avait pas demandé, c'était de votre propre chef. Alors, il y avait une importance pour vous de souligner cet événement-là, qui a une grande importance pour nous? Bien, définitivement, puisque les télévisions communautaires dans nos milieux sont des acteurs importants. J'ai réellement confiance au travail des télévisions communautaires pour transmettre l'information aux citoyens directement dans leur salon, dans leur foyer. Alors, pour moi, c'est une façon de reconnaître votre travail et de faire en sorte que d'autres personnes également puissent entendre que vous fêtez vos 30 ans et que nous en sommes très heureux. Merci. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est très apprécié. On va parler politique, évidemment. On est content de vous avoir en studio. Là, ça fait presque un an que vous êtes en poste. Ça se passe comment pour vous dans vos souliers de député? Ça se passe très bien. Je dis toujours, pour résumer mon travail en quelques mots et uniquement, que c'est aussi exigeant que c'est enrichissant. Alors, c'est sûr que c'est un travail qui demande énormément de temps. On parle d'environ 85 heures semaine. Donc, c'est des bonnes journées qui commencent très tôt le matin et qui se terminent vers 21h, 22h30 selon les journées. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, selon les activités que les citoyens veulent bien nous proposer et les journées qu'ils choisissent. Mais habituellement, oui, effectivement, on est le lundi en circonscription, le mardi, mercredi, jeudi à l'Assemblée nationale, le vendredi en circonscription à nouveau. Alors là, il y a alternance entre la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans versus Charlevoix. Et puis, la fin de semaine, donc, on est en représentation avec des activités. Excellent. J'imagine également que votre poste d'adjointe parlementaire pour le premier ministre, pour différents dossiers, ça aussi, ça accapare beaucoup de votre temps? Bien, en fait, pour le moment, jusqu'à ce jour, ça n'a pas accaparé tant de temps que ça. Nous allons entrer dans une démarche de consultation publique parce que le mandat que m'a confié le premier ministre, entre autres, c'est le renouvellement de la politique jeunesse. La politique jeunesse, c'est le cadre de la jeunesse québécoise qui date de 2001. Alors, on sait que depuis 2001, la jeunesse a changé quand même avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'hypersexualité, avec l'intimidation, etc. Donc, on se retrouve à devoir faire le renouvellement de cette politique-là. Et de cette politique-là découlera la stratégie d'action jeunesse que l'on présentera donc en 2016, au début 2016 techniquement, qui nous permettra aussi de plancher sur un plan qui fera en sorte d'identifier quelles sont les priorités pour la jeunesse québécoise. Donc, c'est un bon mandat, c'est un gros mandat, effectivement, mais c'est une belle reconnaissance. La session parlementaire s'est amorcée depuis quelques semaines déjà et c'est sous le signe du retour à l'équilibre budgétaire et de la relance économique. J'ai plutôt l'impression que c'est davantage sous le signe de coupure budgétaire. Est-ce que je me trompe? Bien, écoutez, lorsqu'on est arrivé au gouvernement, on parlait d'un déficit de 7 milliards. 7 milliards, c'est important. Et lorsqu'on regarde les 30 dernières années, en termes de budget, 22 de ces 30 dernières années-là, en termes de budget, étaient déficitaires. Ça veut dire qu'on a finalement vécu durant 22 ans sur la carte de crédit et donc dépensé davantage que ce que l'on faisait dans nos comptes. C'est inévitable, et c'est pour ça que vous parlez parfois d'austérité et que j'aime parler de rigueur, qu'on devait faire une différence à ce stade-ci et non pas continuer à vivre sur la carte de crédit comme on aurait pu le faire pour nos jeunes, évidemment, et pour un Québec meilleur. Donc oui, des concessions qui ont été difficiles pour tous et qu'ils seront également parce que oui, des nouvelles de compression budgétaire, il y en aura aussi en 2015. Justement, parlons-en d'austérité parce que c'est le mot à la mode ou rigueur budgétaire, comme vous le disiez. C'est un passage obligé, selon vous, vers vraiment une relance économique du Québec? C'est définitivement un passage obligé. Le fait d'avoir présenté un budget, finalement, qui présente l'équilibre budgétaire, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est bien un commencement pour nous permettre d'avoir ultérieurement un Québec meilleur, donc pouvoir poser des actions, remettre de l'argent dans les dossiers, remettre également de l'argent dans notre industrie québécoise. Lorsque on regarde les enfants qui nous suivent, ça peut être les vôtres comme ceux des autres citoyens, bien, on ne peut pas leur laisser un Québec aussi endetté qu'il l'est actuellement. Et donc, oui, c'est nécessaire, c'est une obligation et personne ne le fait de gaieté de cœur. J'étais avec des enfants ce matin dans Charlevoix pour le concours d'entrepreneuriat québécois. Et quand on regarde la jeunesse québécoise, on a des jeunes qui sont dynamiques, on a des jeunes qui
qui ont le désir, qui sont, selon moi, plus autonomes également et qui ont plus d'initiatives qu'on pouvait l'avoir antérieurement. Et ça, je pense que les médias sociaux ont eu une influence sur ça également, l'information étant vraiment à proximité. Mais tout ça fait en sorte que quand on est au gouvernement, qu'on est au pouvoir, on doit prendre des décisions pour les générations qui nous suivent et c'en est une obligée. On comprend que de cette façon, le gouvernement Couillard veut vraiment diminuer le fardeau fiscal des citoyens et assurer le développement économique futur du Québec. En politique, par exemple, on nous a souvent fait croire, et à tort, que c'était possible d'atteindre ce fameux équilibre budgétaire-là. Alors pourquoi devrait-on vous croire aujourd'hui? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait, en fait, les compressions budgétaires de 2014 ont été principalement de diminuer finalement les structures. Donc, alléger les structures en souhaitant conserver le service aux citoyens, en souhaitant conserver aussi l'expertise sur le terrain. On prend l'exemple des CLD, par exemple. Oui. C'est sûr qu'on a parlé d'abolition des CLD, mais on a encore le CLD sur la Côte-de-Beaupré. Donc, il n'était pas question d'abolition, mais de transfert de pouvoir au MRC qui demandait d'avoir ce pouvoir-là au niveau des régions. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les citoyens eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur région. Donc, les MRC sont des élus qui représentent la population et qui peuvent prendre des décisions. Donc, selon vous, ce n'est pas un vœu pieux d'atteindre l'équilibre économique. L'équilibre budgétaire, pardon. Dans un récent communiqué que vous nous avez fait parvenir, vous entendez développer tous les efforts nécessaires pour continuer à mobiliser le milieu économique dans la circonscription autour du plan gouvernemental pour les PME afin de créer une nouvelle synergie entrepreneuriale et des emplois de qualité. Alors, quelles sont ces initiatives-là qui seront mises de l'avant? Bien, vous avez d'abord un milieu très dynamique sur la Côte-de-Beaupré en termes d'entrepreneuriat. Vous avez également l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré qui se préoccupe vraiment de tout ce qui touche l'entrepreneuriat et puis les commerçants. Nous, ce qu'on compte faire, en fait, c'est donner les outils possibles pour les entrepreneurs, de faire en sorte qu'on les informe des programmes qui sont accessibles, qu'on leur présente également le coffre à outils du gouvernement. On le fera du côté de Charlevoix incessamment là, au début mai et j'espère qu'on le fera également, qu'on aura l'opportunité de présenter quels sont tous les programmes, en fait, gouvernementaux, que ce soit Créativité Québec, que ce soit Innovation Québec. Il y en a plusieurs. Et souvent, les entrepreneurs ne sont pas au courant de ces programmes qui existent là. Avant d'arriver, par exemple, à une faillite d'entreprise ou autre, il y a des éléments, des fois, qui peuvent permettre de donner un petit coup de main, mais il faut connaître ces éléments-là. Et les entrepreneurs ne sont pas ceux qui ont le plus de temps pour chercher la documentation, pour compléter évidemment des papiers. Donc, on veut alléger de façon significative le temps que ça leur prendra à faire l'administration pour qu'ils se concentrent sur le développement d'entreprise. Et on veut aussi faire en sorte qu'on puisse recueillir des projets qui sont créateurs d'emplois ou encore que ce soit une entreprise existante qui a un projet d'expansion, d'agrandissement de son bâtiment ou autre. Donc, leur donner l'opportunité de présenter ces projets-là à Investissement Québec et au ministère de l'Économie. D'ailleurs, j'invite les entrepreneurs qui nous écouteront à se manifester à notre bureau s'ils ont ce type de projet pour que nous puissions les accompagner et faire la présentation de leur dossier. OK, donc il y a des solutions pour les entrepreneurs. Il y a des solutions et malgré la situation économique difficile, il y a aussi de l'argent disponible pour les projets qui sont porteurs d'emplois et d'avenir. Parlons, c'est ça, du local, vu qu'on est dans le sujet. Sur quel dossier vous entendez travailler cette année? Bien, on a travaillé en 2014 sur des projets qui, heureusement, ont eu des annonces, comme par exemple le projet éolien de la Côte-de-Beaupré. On a travaillé également sur le mini-centrale, donc le Hydro-Canyon de Saint-Joachim, et quelques autres projets qui ont déjà eu des dénouements heureux. Alors, en 2015, certainement qu'on va continuer à se concentrer sur des projets comme la carrière de Saint-Tite-des-Caps, un projet sur lequel on travaillait également. On sait que la municipalité ne souhaite pas avoir la carrière. Par contre, on sait également qu'il y a un bail d'exploitation qui a été donné et qui est conforme donc à une entreprise. On a, dans ce dossier-là, interpellé la MRC le jour même où on a annoncé le 1 642 000 pour la grande ferme, donc en termes de rénovation. On avait prévu réunir et la MRC et le maire de Saint-Tite-des-Caps pour leur donner un topo de finalement la situation et leur présenter quelles étaient les possibilités dans ce qui concerne la carrière. Les possibilités qui pourraient faire en sorte que la carrière soit déplacée, donc de trouver un nouveau terrain qui permettrait
l'entreprise de procéder ailleurs ou encore de penser à un parc régional. Donc ça, c'est un projet, bien sûr, sur lequel on va se pencher. Il y a également tout ce qui entoure le Mont-Sainte-Anne. On a parlé de centre des congrès, on a parlé également, c'est ça, de centre nautique, centre aquatique, pardon. Oui. Alors, c'est sûr que le développement 4 saisons, que ce soit du côté de Charlevoix, que ce soit du côté de la Côte-de-Beaupré, c'est une préoccupation. Et il faut identifier des façons qui vont faire en sorte que les gens vont passer sur la Côte-de-Beaupré et vouloir arrêter sur la Côte-de-Beaupré plutôt que continuer dans Charlevoix selon la saison ou ne pas venir du tout parce que l'hiver est très difficile, que ce soit dans Charlevoix ou que ce soit du côté de la Côte-de-Beaupré en termes de tourisme. On pourrait parler aussi du plan de développement de la zone agricole à l'île d'Orléans. Mais il y a le pont de l'île d'Orléans. Est-ce que vous avez un pouvoir dans ce dossier-là ou est-ce qu'on sait si on va avoir un nouveau pont un jour? On suit de près le pont de l'île d'Orléans. C'est un des dossiers prioritaires pour l'île avec le plan de conservation. Alors, le pont de l'île d'Orléans, ce qu'on sait, c'est qu'il est inscrit au PQI 2015-2025. Donc, il est prévu. OK. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce temps-là, on devrait avoir un pont. C'est ce que ça indique. On pense actuellement, on est au dossier d'opportunité qui doit être présenté au Conseil des ministres. Une fois que le dossier d'opportunité sera présenté au Conseil des ministres, là, nous, on pourra aviser les élus et donc les rencontrer et leur faire part des suites. Mais il y a actuellement une étude pour le pont. Il y a des démarches qui sont faites et c'est un dossier d'actualité qui avance, même si on trouve effectivement qu'il avance à petits pas ou encore qu'on se concentre sur le fait qu'il y a par exemple, des réparations à faire continuellement, qu'on voit de la rouille ou non. Ce que je peux vous assurer, c'est que le pont est sécuritaire, que ce soit pour les biens ou que ce soit pour les citoyens, parce qu'il y a une préoccupation du monde agricole également de ne pas pouvoir, à un moment donné, utiliser le pont avec leur cargaison, question de sécurité. Pour le moment, on n'en est pas là du tout. Mais vous ne savez pas à quel moment on va en avoir un nouveau? On espère qu'il passera d'abord le dossier d'opportunité très bientôt et je suis certaine qu'on en reparlera en 2015. Excellent. En terminant, petite question d'actualité. Vous savez, on a eu fermeture du site Les Séchutes, un site touristique et de plein air, faillite de Station Blue. Est-ce que vous pensez que la Côte-de-Beaupré va être capable de se relever de ces pertes-là? La Côte-de-Beaupré va être définitivement capable de se relever de ces pertes-là, vu le dynamisme des gens qui y habitent. Comme vous avez 30 ans d'expérience en ce moment en télécommunautaire. J'ai confiance aux gens de la Côte-de-Beaupré, aux entrepreneurs qui nous ont fait signe que ce soit pour avoir, par exemple, participé à la solution. Si on pense au site-chute, nous avons eu des discussions avec la mairesse de Saint-Ferréol. Même l'an dernier, nous avions commencé à parler des sites-chutes avec elle. C'est une décision où c'est un dossier fédéral. Donc, nous, on a proposé de faire des actions, voir qu'est-ce que nous, on pouvait faire au niveau provincial, mais la décision a été prise du côté de Saint-Ferréol. Alors, en ce qui concerne aussi la Station Blue, nous sommes en contact avec le propriétaire et espérons un dénouement heureux en ce qui concerne la Station Blue. Donc, plein d'espoir pour la Côte-de-Beaupré. Certainement. Et beaucoup de travail, de pain sur la planche pour vous cette année encore? Exactement, en collaboration avec les citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous. Soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Pour une question, commentaire, suggestion de reportage ou scoop à partager, communiquez avec nous par courriel à 1heurdici@commercial-delidici.com ou par téléphone au 418-827-2169.